Depuis plus de 10 ans, c'est la consommation des ménages qui a été le principal pilier de la croissance en France. D'ailleurs, peu importe si d'année en année nos comptes extérieurs se dégradaient. La France se sentait à l'abri dans la zone euro. À la France, le plaisir de vivre et de dépenser. À l'Allemagne, la mission d'exporter et d'équilibrer les comptes. Mais la crise a servi de révélateur de nos faiblesses. Pour amortir la crise, l'État s'est endetté à un niveau record. Aujourd'hui, le constat est là. Désindustrialisation, perte de compétitivité, déficit extérieur, déficit public, ralentissement de la consommation, chômage, crise de la zone euro. Le modèle économique français est dans une impasse. Elie Cohen, bonjour. Bonjour. Elie Cohen, vous avez apporté votre contribution à un nouveau rapport du Conseil d'analyse économique qui est intitulé « Crise et croissance, une stratégie pour la France ». Alors c'est un rapport que vous avez rédigé avec Philippe Aghion, Gilles Berset, Mathilde Lemoine, aux trois quarts la même équipe qui, il y a 4 ans, avait écrit un rapport sur les leviers de la croissance française. Alors je vois un petit glissement sémantique. On est passé des leviers de la croissance à la stratégie pour la France. Expliquez-moi ça. Oui, vous avez raison. Si vous voulez, il y a 4 ans, quand on a travaillé sur ce rapport sur la croissance, on était parti d'un constat. La France faisait moins bien en matière de croissance que, par exemple, les États-Unis. On avait systématiquement, sur les 10 années qui avaient précédé, un point de croissance de moins. Et on s'était dit, ce point de croissance en moins, c'est un problème majeur pour l'avenir parce que nous sommes un pays avec un taux de socialisation de la dépense publique qui est particulièrement important. Et donc, si on se projette, c'était ça notre raisonnement en 2006-2007, si on se projette avec une croissance aussi faible, en gros, pour les 10 années qui viennent, il y a très peu de marge de manœuvre disponible pour redistribuer du pouvoir d'achat aux salariés et pour maintenir le système de protection sociale. Et donc, nous nous disions, comment faire en sorte que la France gagne un point de croissance. C'est une croissance qu'il fallait aller arracher avec les dents. Exactement, mais ça on l'avait dit avant nous. On avait dit comment faire pour structurellement gagner un point de croissance supplémentaire. Je vous rappelle que ces travaux datent de 2006. Et donc, pour gagner ce point de croissance supplémentaire, on avait passé en revue les forces et les faiblesses du système économique français. On avait identifié, bien entendu, le problème de compétitivité et de dégradation de la compétitivité française. C'était pas très difficile. On avait montré également les rigidités sur le marché des biens et des services, sur les marchés des biens de capitaux. On avait vu les faiblesses insignes de la France en matière de production de capital humain et de renouvellement de la qualité de ce capital humain, vu les faiblesses des universités, vu les faiblesses de notre R&D, notre difficulté à transformer de la R&D en innovation et de l'innovation en entreprise. Et donc, on avait dit, au fond, la solution pour sortir de tout ça, c'est combiner une double action de réforme structurelle des marchés des biens et des services, des marchés du travail, des marchés du capital d'un côté, et d'un autre côté, investir massivement dans l'économie de la connaissance pour favoriser la transition à l'économie de la connaissance. Et on avait dit, en gros, on a besoin d'un point de PIB supplémentaire pour, en gros, acheter les rentes et réformer les marchés d'un côté, et d'un autre côté, pour investir dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc c'était ça notre diagnostic établi en 2006. Et la question après, quand la crise est intervenue, et violemment, c'était de nous dire, au fond, qu'est-ce qui, dans notre diagnostic, n'a pas tenu le choc du fait de la crise, et qu'est-ce qui, dans nos solutions, s'est révélé également insuffisant. Alors voilà, justement, entre-temps, vous avez écrit « Penser la crise », exactement. Un livre important. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce qui a changé? Dans quelle mesure, finalement, vous avez remis en cause vos conceptions? Et qu'est-ce que vous avez gardé? Ben voilà. Alors, ce qui est apparu massivement du fait de cette crise, c'est que la contrainte extérieure qui avait disparu, vous vous souvenez, la contrainte extérieure dont on parlait tant dans les années 80, cette contrainte d'équilibre des comptes extérieurs qui avait des effets sur la politique macroéconomique. Donc la contrainte extérieure qui avait disparu du fait de la création de la zone euro et de l'intégration dans la zone euro. La zone euro est équilibrée, donc peu importe si exactement. Nos comptes se dégradent. Exactement. Et donc il était devenu courant de considérer que de même qu'il n'était pas pertinent de voir quel était le déficit de la Louisiane par rapport à la Californie, il n'était pas important de considérer un déficit commercial de la France par rapport à l'Allemagne, etc. Donc, la contrainte extérieure est revenue, et elle est revenue massivement à travers un canal qui n'avait pas été anticipé, qui était le canal de la dette publique des États. Et on a été tous très impressionnés de voir comment les spreads de taux par rapport à la dette allemande reproduisaient fidèlement la structure des parités entre les différentes monnaies européennes, avec la monnaie la plus solide avant
qui était la monnaie allemande, la monnaie française qui était dans une situation un peu meilleure, et puis l'italienne, et puis l'espagnole, etc., etc. Et donc, mais avec l'impossibilité d'évaluer. Exactement, avec l'impossibilité d'évaluer. Donc, ce retour de la contrainte extérieure qui s'exprimait dans les spreads de taux sans la possibilité de d'évaluer nous a conduit à penser que la question de l'équilibre de balance courante et notamment de balance commerciale redevenait un sujet important. Et donc, la question qui pouvait passer pour relativement bénigne de la désindustrialisation redevenait une question importante. Pourquoi ? Et entre-temps, une désindustrialisation. Exactement, justement. parce qu'entre-temps, bien entendu, ça on l'avait vu. Le mouvement de désindustrialisation, on l'avait vu. Mais il était assumé. Ben oui, c'est-à-dire qu'on disait, la grande idée qu'on avait, c'est que la désindustrialisation pouvait être supportée dès lors qu'un double mouvement s'opérait vers l'amont industriel et vers l'aval industriel, c'est-à-dire à condition de développer nos compétences dans le high-tech, d'où l'importance de l'investissement dans le capital humain, dans la R&D, dans l'innovation, etc. Et d'un autre côté, à condition d'occuper sur les services, et notamment les services aux entreprises, des positions qui nous permettaient de contrebattre et au-delà les effets de la désindustrialisation. Simplement ce modèle vertueux où la relative désindustrialisation était compensée par une montée en amont vers la R&D et en aval vers les services aux entreprises n'a pas été confirmé dans l'économie française. Néanmoins, ce qu'on a fait quand même concrètement, vous parliez des services aux entreprises, c'est aussi beaucoup aider les services à la personne à faible valeur ajoutée. Exactement, c'est ce que j'allais dire. En fait, au lieu d'avoir ce modèle vertueux de monter vers l'amont high-tech et le développement des services aux entreprises exportables, on a plutôt eu un formidable développement des services à la personne, avec notamment une autre chose dont on s'est rendu compte, c'est que beaucoup des incitations fiscales qu'on avait faites au début, dans l'esprit de favoriser le développement industriel, notamment en allégeant le coût le coût social qui pesait sur les entreprises, avait en fait profité presque exclusivement au service à la personne. Donc la première découverte de cette crise, c'est le retour de la contrainte extérieure. Et la deuxième découverte, c'est le retour de la contrainte de finances publiques. Vous allez me dire, mais quand même, vous n'avez pas attendu la crise pour découvrir la contrainte de finances publiques. On avait identifié le problème de finances publiques dans notre rapport précédent, mais on avait vu que ça ne jouait pas significativement, négativement sur la croissance. Ça ne jouait pas sur les taux. Voilà, exactement. Et ça ne jouait pas sur les taux. Et on a vu en particulier qu'on pouvait avoir des niveaux de développement importants avec des niveaux d'endettement importants. Donc, on avait perçu le problème de finances publiques, mais pour nous, ce n'était pas central. Avec la crise, la question des finances publiques devient centrale. Pourquoi ? Parce que là aussi, c'est le même mécanisme qui a été révélé par la crise des dettes souveraines européennes. C'est la solidarité entre la question de l'endettement de la France et la question de la restauration de sa compétitivité. Et on a parfaitement illustré ça, je pense, en étudiant des scénarios contrastés d'évolution de la relation France-Allemagne. On a essayé de voir comment la combinaison de ce problème de compétitivité qui se traduit par cette exigence de retour à l'équilibre commercial et le problème de finances publiques, comment ça pouvait jouer dans nos relations franco-allemandes. Et en regardant les différents scénarios, on a vu que la situation s'était à ce point dégradée pour la France qu'en gros, la seule option ouverte qui restait à la France, si elle ne voulait pas sortir de la zone euro, c'était de coller à l'Allemagne. Et donc, à partir du moment où vous collez à l'Allemagne, vous voyez que vous réduisez considérablement vos marges de manœuvre. D'où le changement de perspective dans notre rapport. Et c'est là le vrai changement de notre rapport par rapport au rapport précédent. On dit, écoutez, compte tenu de ce qu'est devenu la situation française, c'est vraiment le modèle économique français qu'il faut changer. Et la question productive, qui n'était pas une question centrale, la question industrielle, qui n'était pas une question centrale, redevient une question centrale. Oui, vous parliez à l'instant de notre relation à l'Allemagne. Une Allemagne qui a renforcé sa compétitivité. Une Allemagne qui nous prend des parts de marché, qui est notre principal problème extérieur. En vérité, ce n'est pas la Chine, c'est l'Allemagne. Absolument. Et une Allemagne dont les coûts salariaux, au moins dans l'industrie, ne sont pas plus élevés qu'en France. Absolument. Alors justement, ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu creuser. C'est quelle est la racine de la divergence économique franco-allemande sur les 10 dernières années ? Parce que sur le constat, tout le monde est d'accord. Il y a eu un véritable effondrement des parts de marché de la France à l'export. Il y a eu une forte dégradation de la compétitivité interne de la France dans la zone euro, et notamment vis-à-vis de l'Allemagne. Alors, la tentation est grande de dire que tout ça, puisque ce changement s'est fait sur les 10 dernières années, la tentation est grande, ça a été notamment la tentation de Ceorexecode, c'est de dire que tout ça vient d'un différentiel de coûts, et notamment de coûts salariaux, et notamment petits problèmes statistiques. Et notamment depuis 1999, et donc du fait des 35 heures. Bon, quand on regarde les choses de plus près, qu'est-ce qu'on peut dire vraiment le plus raisonnablement possible ? C'est que les coûts industriels, comme vous l'avez dit, entre la France et l'Allemagne, sont tout à fait comparables.
Mais par contre, il y a eu une dégradation relative sur les 10 dernières années. Et là, on est sur un point intéressant qui avait été bien documenté par Lionel Fontagné. Que disait Lionel Fontagné? Il disait, il y a 10 ans, la France avait à peu près la même structure de spécialisation industrielle que l'Allemagne. Bien sûr, la spécialisation allemande était beaucoup plus marquée que la française. Mais en gros, on était présent dans à peu près les mêmes secteurs et les mêmes pays. Et il y a 10 ans, la France, disait-il, avait un avantage de compétitivité coût de 8%. C'est pas énorme, 8%. Et par contre, la compétitivité hors coût allemande était bien meilleure. Ces 8% étaient liés à l'entrée du Deutsche Mark dans l'euro. Exactement. Mais peut-être aussi des écarts de compétitivité qui avaient été permis grâce aux 35 heures, quelque part, avec toutes les aides sur les 35 heures. Bon, en tout cas, qui avaient favorisé la compétitivité en tout cas, française. C'était un avantage de 8%, c'était pas considérable. Et ce qui est établi, c'est que nous avons perdu ces 8% au cours des 10 dernières années. Et en matière de compétitivité hors coût, ce qui est intéressant, c'est que malgré tous les efforts qui ont été faits, on n'a pas rattrapé en matière de compétitivité hors coût, et on a même eu une dégradation relative. Alors ça tient à quoi? Ça tient à l'insuffisance de nos efforts en R&D, en innovation, à la difficulté que nous avons à transformer de la R&D en innovation, d'innovation en entreprise, de l'entreprise qui croît et qui se développe. Ça, c'est un premier élément. Mais ça tient également à toute une série d'autres éléments qui sont difficilement maîtrisables. La qualité perçue des produits allemands. Le Made in Germany. Le Made in Germany, vous avez vu, c'est très impressionnant. Maintenant, les Allemands, quand ils font de la publicité pour leur voiture, ils utilisent l'allemand. Ils disent Das Auto. On le voit pour rappel, ils assument. Exactement. La seule qualité qu'on fait valoir, c'est que c'est allemand. C'est-à-dire, le mot allemand suffit pour subsumer la qualité, la fiabilité, voilà, la fiabilité, etc. Et nous, de ce point de vue-là, on a véritablement perdu. Donc, une petite différence de compétitivité coût qui s'est résorbée au cours des 10 dernières années, une vraie faiblesse en matière de compétitivité hors coût. Donc ça nécessitait d'aller regarder plus loin. Et donc dans ce rapport, nous sommes allés chercher plus loin en faisant un peu de la microéconomie comparée des entreprises françaises et des entreprises allemandes. Alors ça me fait beaucoup plaisir que vous retourniez à la microéconomie. On en parle trop peu en France. Alors parmi ce qui m'a étonné dans ce rapport, d'abord on prononce le mot stratégie, c'était un mot qui était un petit peu banni. Et puis on sent vraiment qu'il y a un basculement, intellectuel. Il faut retourner vers une politique de l'offre. Oui. On n'est plus dans le soutien de la demande aujourd'hui, il faut retourner vers l'offre. Et pour retourner vers l'offre, il faut, un mot tabou, une politique industrielle. Oui, alors effectivement, nous soulevons la question en partant de ce constat très simple qui est la notion, et plus encore que la notion, la réalité de politique industrielle est totalement discréditée au niveau européen. Toute la littérature accumulée depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans revient à dire que c'est pas vrai que par la politique industrielle on peut corriger les imperfections du marché, c'est pas vrai que l'État est capable de choisir des champions et que même choisir des champions ça peut susciter des phénomènes de capture, etc. On connaît tous la littérature très critique sur la politique industrielle. Simplement, nous nous sommes dit, mais peut-être que ça renvoie à un modèle de politique industrielle qui de toute manière n'est plus à l'œuvre. Et donc, ce n'est pas la peine de continuer à combattre des monstres imaginaires. Quand vous regardez, par exemple... La politique industrielle d'aujourd'hui, ce n'est pas celle d'autrefois. Les champions nationaux, ce n'est pas le Colbertisme high-tech. C'est pas ça du tout. Exactement. Plus ça. Et pour une raison très simple, je suis bien placé pour en parler. J'ai écrit dans une vie antérieure un livre qui s'appelait Le Colbertisme high-tech, où j'avais essayé de montrer la racine du succès français dans l'après-guerre, dans la construction de grands groupes industriels qui sont devenus mondialisés sur la base de grands programmes d'équipement national, sur la base de recherche publique qui avait été développée dans les télécoms, le nucléaire, etc. Et j'avais montré, notamment dans ces travaux sur le Colbertisme high-tech, comment le rôle de la commande publique était absolument structurant dans la création et le développement de filières industrielles nationales, avec un objectif d'autonomie technologique, d'autosuffisance industrielle, de promotion de champions nationaux par des transferts gratuits de résultats de la recherche publique à des champions nationaux désignés. Ce modèle-là, et je l'avais écrit déjà dans le milieu des années 80, n'avait pas d'avenir à partir du moment où on est dans une logique d'intégration européenne et d'intégration sur les marchés internationaux. La commande publique en disant « je veux acheter français, technologie française, produits français fabriqués par des industries françaises, ça, c'est simplement plus possible. Mais on s'est quand même dit, la politique industrielle au niveau français, c'est plus possible, mais il faut une politique industrielle au niveau européen. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que, juste après avoir écrit ce livre sur le Colbertisme high-tech, j'avais écrit un autre livre sur la tentation, qui s'appelait La tentation hexagonale, où j'avais montré comment la France avait essayé d'exporter au niveau européen ce modèle. Et ça a été le Maastricht avec le chapitre sur la politique industrielle, ça a été les programmes Eureka, ça a été tous les programmes d'Avignon, vous vous souvenez, les programmes BRIT, RAM, etc. La grande idée européenne, c'était que par la recherche,
on allait pouvoir structurer des filières industrielles, mais en s'arrêtant à la recherche amont et en n'allant jamais à la recherche précompétitive. Ce modèle-là a clairement échoué. Donc je me résume, le modèle français n'était plus praticable et le modèle européen n'a jamais existé parce qu'en fait, au niveau de nos partenaires européens, il y avait de fait le refus d'une politique industrielle. On n'a que quelques exemples comme EADS, mais non, assez justement, rares. ça ne s'est pas développé dans un cadre européen coopératif, ça s'est développé sur la base de coopération d'entreprises. Donc c'est très important. Mais en dehors, pas grand-chose en fait. En dehors, pas grand-chose. Et il y a eu même une série d'échecs retentissants. Chaque fois qu'on a voulu faire par le sommet des alliances dans le domaine du transport aérien, dans le domaine de la poste, etc., ça a été des échecs. Alors, plus de colbertisme. Plus de colbertisme, alors. Passer par l'Europe, c'est difficile. Stratégie de Lisbonne, ça n'a pas donné grand-chose. Vous parlez de refonder la politique industrielle. Refonder la politique sur quelle industrielle, base ? comment ? Alors, justement, en partant d'une série de points de vue micro. Qu'est-ce qui marche finalement et qu'est-ce qui est nécessaire ? Ce qui marche d'abord, c'est une chose qui consiste à dire on va rapprocher des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Par exemple, les universités ne travaillent pas spontanément avec les industries. Les centres de recherche publics ne travaillent pas spontanément avec les industries. Et puis surtout, sur un même territoire, on constate qu'il n'y a pas beaucoup de relations entre les autorités locales, les institutions de financement locales, les entreprises locales, les centres de recherche locaux, etc. Donc la première idée, c'est de favoriser la circulation de l'information et la circulation des compétences entre les trois pôles de l'économie de la connaissance, que sont le pôle de production sur des territoires. Des clusters. Exactement, c'est des clusters. Première idée, c'est faire jouer les effets d'agglomération, faire jouer les effets d'information, faire jouer les effets de labellisation pour permettre le développement de clusters locaux. Et derrière ça, vous voyez bien que les clusters locaux, ce n'est pas des clusters toute industrie confondue. De fait, quand vous avez une politique de géographie économique, vous privilégiez de fait un secteur industriel, puisque vous avez des secteurs de technologie de l'information, de secteurs de biotechnologie, etc., etc. Donc, premier élément de cluster. Deuxième élément, quand vous constatez que spontanément les entreprises n'investissent pas ou ne développent pas des recherches dans des secteurs qui sortent de leurs compétences propres. Par exemple, c'est toute la question de l'industrie automobile et du raffinement de ce qu'on appelle les dirty technologies. Quand vous êtes une entreprise automobile qui fait du moteur classique, vous n'avez pas tendance à aller vers un moteur électrique ou un moteur hybride. Bien. Du coup, l'idée, c'est d'essayer de développer des incitations pour que de la recherche se développe, qui puisse aller vers des filières industrielles différentes. Des incitations par des taxes, par exemple. Des incitations par des taxes, par des subventions ou par des transferts de résultats de recherche publique. Enfin, les subventions dans l'automobile, ces 2 dernières années, ça n'a pas eu des effets très probants. Alors justement, c'est la combinaison. La subvention, si vous voulez, c'est quelque chose de très classique. C'est vous voulez créer un nouveau site de production et vous remarquez que concrètement, les différents territoires se battent en duel pour attirer cette activité et du coup, transfert du foncier à faible coût, etc. Donc si vous arrivez à articuler de l'incitation à la recherche publique, de l'incitation à la localisation et de l'incitation à produire de l'énergie propre, eh bien vous voyez que vous pouvez développer significativement de l'activité. Alors, et il se trouve, juste en amont, et il se trouve que l'Allemagne a remarquablement réussi ça dans le domaine des énergies renouvelables. Donc vous voyez bien que avec un thème qui est un thème largement consensuel, qui est celui des énergies renouvelables, en mobilisant la recherche publique et la recherche privée, l'incitation territoriale et la taxe carbone, vous arrivez à développer des activités qui sans ça ne se seraient pas développées spontanément. Mais Élie Cohen, juste une observation, là, vous évoquiez les énergies nouvelles, oui. Tout le green business. Oui. Juste sur ce point, est-ce que par rapport à l'Allemagne, on n'a pas déjà pris un énorme retard ? On a pris un très grand retard, mais je ne crois pas que ça soit irrémédiable. Je vais vous dire pour une raison très très simple. Regardez, l'Allemagne a développé au cours des 10 dernières années une remarquable compétence dans l'éolien onshore et dans le solaire. Ce n'est plus le sujet aujourd'hui, puisque l'éolien onshore en Europe, ça n'a plus beaucoup d'avenir, et le solaire, ça reste horriblement coûteux. Et de toute manière, compte tenu de la géographie, je dirais, de l'enseignement de nos régions, ça a été finalement assez absurde en Allemagne d'investir massivement dans le solaire tel qu'il est aujourd'hui. Par contre, il y a aujourd'hui de nouveaux enjeux, c'est l'éolien offshore en particulier, qui nécessite toute une nouvelle génération technologique. Et regardez par exemple, il y a de nouveaux entrants. Il y a non seulement les Chinois qui sont de nouveaux entrants, vous connaissiez Sinovel, vous, il y a quelques années ? Sinovel est en train de vendre maintenant des éoliennes avec des aérogénérateurs très puissants à des pays européens. Et puis surtout,
vous avez au cours des dernières années des gens comme Alstom et compagnie qui ont décidé de rentrer, et Alstom ou Areva, qui ont décidé de rentrer dans ce secteur, et la partie n'est absolument pas jouée. Si vous voulez, si on prend au sérieux les énergies renouvelables, si on estime que dans les 10 années à venir, le bilan énergétique, notamment après Fukushima, va changer radicalement dans la fourniture d'électricité, il y a de considérables possibilités de développement. Donc voilà une deuxième piste possible. Donc une nouvelle politique industrielle plus décentralisée, plus proche des territoires, clusterisée. Et avec une nouvelle gouvernance. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire qu'on a voulu réfléchir aussi à comment éviter les phénomènes de capture, comment éviter les phénomènes d'abonnement que nous connaissons bien en France. La politique industrielle, ça a été souvent servir un certain nombre de grands acteurs, et du coup, ça ne percolait pas suffisamment dans le tissu industriel, ça n'atteignait pas sur tous les PME. Et là, je trouve que, par exemple, la méthode qui a été adoptée dans le cadre du grand emprunt, qui consiste à dire on fait des appels d'offres ouverts avec des jurys internationaux, on mélange des industriels, des chercheurs, des professionnels français et étrangers pour essayer, dans des secteurs qu'on a identifiés comme des secteurs importants, mettre en place des mécanismes qui permettent le développement, pas simplement des grandes entreprises, mais également des PME ou de tissus industriels locaux. Cette technique-là, cette nouvelle gouvernance de l'aide publique me semble assez porteuse. Alors Elie Cohen, vous êtes intarissable sur la politique industrielle, mais j'ai deux autres thèmes que je voudrais aborder avec vous, et le compteur tourne. Cette nouvelle politique industrielle doit s'adjoindre à des politiques de croissance horizontale. Qu'est-ce que vous entendez par là et qu'est-ce qui doit être mis en cause? Là, on revient, si vous voulez, à la thématique de notre rapport précédent, c'est-à-dire qu'on a parfaitement identifié un certain nombre de rigidités sur le marché des biens et services. Par exemple, on avait parlé dans notre rapport déjà des problèmes de la distribution, de l'organisation de la distribution, des rentes de la distribution. Il y a le rapport de notre ami Chalmin qui vient de sortir qui donne des indications là-dessus. Mais qui donne aussi des indications sur les rapports de force entre la distribution et les filières amont. Exactement. Et il reprend des travaux qui avaient été faits, ceux d'Ashkenazi également. Donc, on n'a pas beaucoup progressé dans ce domaine-là. On n'a pas beaucoup progressé également dans... Est-ce qu'on n'a pas un problème en France, justement, sur ce point, que ces grands distributeurs, mais aussi ces grands industriels, sont dans des rapports de force avec les entreprises auxquelles ils sont donneurs d'ordre ou qui sont sous-traitantes, et qui expliquent en partie les problèmes de marge qu'on rencontre au sein des PME françaises? Absolument. Alors vous avez tout à fait raison, parce que l'un des travaux que nous avons fait dans ce rapport, ça a été justement d'aller creuser plus loin les faiblesses spécifiques. Quand on parle de problèmes de compétitivité de la France par rapport à l'Allemagne, nous avons essayé de tracer le plus finement possible les racines de ce différentiel de compétitivité. Et nous avons pris une piste qui a été de comparer l'évolution de l'investissement industriel en France et en Allemagne. Et alors, nous avons fait toute une série de micro-découvertes. Les gens qui connaissent bien le problème le savaient sans doute, mais nous avons fait ces découvertes-là. La première, c'est quand on raisonne en termes d'investissement global, il n'y a pas de différence entre les entreprises françaises et les entreprises allemandes. On ne peut pas dire ce qu'on aurait pu penser intuitivement, qu'il y avait un sous-investissement chronique des entreprises françaises. Ce n'est pas le cas. Par contre, quand on réfléchit par taille d'entreprise, on voit que plus on descend en taille, et plus un problème spécifique de faiblesse de l'investissement des entreprises françaises apparaît. De manière avec très une nette. asymétrie par rapport à l'Allemagne. Avec une asymétrie très nette par rapport à l'Allemagne. D'où la question, quelle est la racine de cette faiblesse d'investissement? Parce que cette faiblesse d'investissement, on la voit dans l'investissement industriel, comme dans l'effort de R&D, comme dans l'effort d'équipement de NTIC. Vraiment, on voit qu'il y a un vrai problème des PME françaises. Et on sait aujourd'hui que ce problème d'investissement et ce problème de marge qui vient derrière, ce n'est pas un problème de salaire. Absolument. Et donc, comme vous le dites, vous avez anticipé sur le dire, on voit un vrai problème de marge. On voit une faiblesse du REX français, du résultat d'exploitation. Et on voit non seulement cette faiblesse, mais on voit que sur les 10 dernières années, il n'y a eu aucune amélioration de la situation française, et par contre une nette amélioration de la situation allemande, italienne, anglaise, etc. Donc on a un vrai cercle vicieux de la PME française qui est sous-capitalisée, sous-rentable, incapable d'investir suffisamment, incapable d'investir en R&D, et donc incapable de grossir et incapable d'exporter et d'innover. Et donc là, on se trouve face à un problème qui est maintenant clairement identifié. Alors vous me direz, ça fait des années et des années qu'on dit qu'il y a un problème spécifique des PME françaises, mais là, je crois que là, on a un diagnostic qui est assez fin, parce qu'il est fait par taille d'entreprise et qu'il est basé sur une comparaison France-Allemagne, et du coup, on voit bien que des problèmes dont on n'avait pas suffisamment tenu compte lors de notre rapport précédent, qui était la situation de la fiscalité, la situation de la réglementation, etc., deviennent des sujets absolument centraux.
des problèmes qu'on n'avait pas traités du tout, comme la transmission d'entreprise, etc., redeviennent des sujets centraux. Alors on n'a pas pu explorer tous ces sujets-là, mais on a commencé à les effleurer. Alors, vous avez évoqué la fiscalité. Oui. Mettre la fiscalité au service de la croissance en basculant dans une politique de l'offre. Vous l'avez dit vous-même. Alors exactement. Ça veut dire quoi? C'est très simple. Si vous voulez, l'une des conclusions à laquelle on arrive, c'est de dire le point de PIB dont on avait besoin déjà il y a 3-4 ans pour doper la croissance française, on en a toujours besoin. C'est-à-dire, on a besoin de continuer à investir. Peut-être plus qu'avant, d'ailleurs. Plus qu'avant, dans la recherche, l'innovation, l'enseignement supérieur, la transformation de la recherche en résultats, l'aide à la croissance et au développement des entreprises, l'amélioration des fonds propres des entreprises, etc. Et donc, pour cela, on a besoin de dégager des moyens. Alors, comment trouver ces moyens ? Alors, le parti pris qu'on a adopté, ça consiste à dire on ne va pas rentrer ici dans le détail des équilibres macroéconomiques de moyen et long terme de la France pour voir si ça nous permet de dégager un point de PIB ou pas. Ce qu'on va faire, c'est à situation donnée, est-ce qu'on peut trouver ce point de PIB supplémentaire? Et donc, on s'est dit, on va regarder la fiscalité. Et on va regarder notamment ce qui a été fait en matière fiscale au cours des dernières années. Vous savez qu'on a une obsession en France, c'est de supprimer les niches, et en fait, on en crée tout le temps de nouvelles. Et donc, on s'est amusé à dire, dans les niches... Notamment dans les services à la personne. Notamment dans les services à la personne. Dans les niches qu'on a récemment créées, est-ce qu'on peut évaluer le potentiel de croissance des niches qu'on a créées? Et quand vous regardez la niche heures supplémentaires, quand vous regardez la niche baisse de la TVA pour les limonadiers et les restaurateurs, quand vous regardez la niche copé, etc., le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne contribue pas à la croissance. Et donc, on se dit, adoptons une règle nouvelle, qui est de trouver des moyens financiers nouveaux pour financer la croissance et donc cette nouvelle stratégie de l'offre à partir de ce tri qui est fait dans les différentes niches et décidons de supprimer sans état d'âme les niches qui ne contribuent pas à la croissance. Alors, on n'est pas naïf, on sait que la suppression d'une niche ne crée pas mécaniquement la ressource, parce qu'il y a des tas de comportements d'optimisation, etc. Mais on dit en tout cas, ça c'est une piste qui consiste à scanner les différents régimes et à voir quelles sont celles qui favorisent l'innovation et l'investissement, qui améliore la capacité de croissance des entreprises, qui permet de contribuer à leur restructuration, à leur rationalisation. Et au fond, cette mécanique du grand emprunt et des investissements d'avenir qui est un one-shot qu'on a fait comme ça avant que les robinets financiers et fiscaux soient définitivement fermés pour cause de stabilité financière, eh bien, on se dit comment durablement créer un flux de ressources possible pour investir dans ces activités que nous estimons comme importantes. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui. Donc, premier point sur la fiscalité, supprimer les niches qui ne comportent pas de véritable incitation à la croissance. Alors, on ne peut pas tout détailler, il y a beaucoup de choses dans le rapport. Mais il y a aussi un problème de basculement de la fiscalité, une fiscalité en faveur des ménages vers une fiscalité plus en faveur des entreprises. Absolument. Alors, un autre constat qui est fait, c'est qu'au point où nous en sommes en matière de compétitivité coût, et compte tenu des effets à long terme des mesures que nous proposons en matière d'enseignement supérieur, de recherche, etc., on pense qu'il est nécessaire de faire un choc d'offres aujourd'hui. Et ce choc d'offres doit passer, à mon avis, par le transfert de toute une partie de charges sociales dites non contributives, qui sont aujourd'hui assises sur le travail, vers une autre assiette. Alors on a débattu entre nous, est-ce que ça va être la TVA, la CSG? Ici, nous marquons une option pour la CSG, pour bien identifier, pour garder la traçabilité sociale des dépenses, si vous voulez. Mais on peut la CSG est une meilleure méthode que la TVA. Voilà, exactement. Mais moi, je ne suis pas prêt à me battre éternellement là-dessus. Si on convainc. Mais sur la protection pour rétablir les équilibres extérieurs, la CSG serait aussi efficace que la TVA. Ça aurait, à mon avis, à peu près les mêmes effets. Donc l'idée, quand même, c'est de transférer des charges sociales non contributives qui sont aujourd'hui assises sur le travail vers une assiette type consommation ou revenu, c'est-à-dire une assiette type TVA ou CSG. On pense que ce qui a été fait en Allemagne avec le transfert équivalent à 3 points de TVA est quelque chose qu'on peut parfaitement imaginer et qui produirait ce choc d'offres qui, à mon avis, devrait nous mettre sur la voie de quelque chose qui vous fera plaisir, qui consiste à imaginer des dispositifs qui pratiquent en matière fiscale de la discrimination positive en faveur de l'entreprise et de la compétitivité, notamment du secteur exposé. Puisque nous sommes d'accord pour dire qu'il faut qu'on retrouve des équilibres de balance courante et qu'il n'y a pas 36 solutions. Comme l'industrie représente les 3/4 des échanges, il va falloir que nous soyons capables d'exporter des produits industriels. Et bien pour cela, il faut utiliser ces armes pour inciter au développement de ces activités et pour rétablir nos équilibres dans ce domaine-là. Eh bien, Élie Cohen, merci beaucoup. Merci.